Monsieur Hubert Titika, nous venons de suivre ce dossier. Votre réaction? Est-ce que c'est une coïncidence qu'il parle après la levée de ses immunités? Non, non, ce n'est pas une coïncidence. C'est-à-dire, il ne pensait peut-être pas. Il pensait peut-être pas qu'on allait arriver là. Et quand il a vu que c'était vraiment fait, il s'est dit, bon, écoutez, il faudrait bien que je parle. Mais ce qu'il a parlé, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux qu'il se taise? Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette déclaration? Bon, voilà, ce dossier est tellement, il est vraiment sérieux qu'il faille que les compatriotes comprennent, surtout la majorité d'entre nous. Donc nous allons nous exercer ici à parler en bilingue, hein, c'est-à-dire on va faire un peu français, un peu lingala, pour que les gens comprennent. Bon, en commençant déjà par rapport à l'adresse de la nation. Vous savez, une adresse de la nation, je ne sais pas si on a qualifié ça comme ça, une adresse de la nation est faite par le président de la République. Et puis, très souvent, à partir de son bureau, ce soit la cité Loya, ou bien on l'envoie souvent à l'Élysée, ou bien à partir de la maison, du bureau ovale, la Maison Blanche et tout. Mais là, on voit quelqu'un qui l'est fait dans un endroit clandestin, c'est-à-dire un endroit qu'on ne connaît pas. Et puis, bon, il s'adresse à la nation. Donc, déjà dans la forme, c'était pas correct. Il aurait pu faire un communiqué, ça aurait été mieux. Et d'ailleurs, c'est mieux d'ailleurs en faisant un communiqué qu'il parle, au lieu qu'il parle. Parce qu'en parlant, il a commis quand même pas mal d'erreurs. Alors, moi, j'ai retenu quelques points qu'on pourra développer rapidement. Il a parlé sur l'armée, sur l'élection, sur la démocratie, l'économie, et puis après, bon, certains points des mots forts qu'il a utilisés, à la fin, népotisme, tout ce que vous voulez. Bon, on ne saura pas tout terminer, c'est vrai, mais il faut qu'on aille sur l'essentiel. Oui. En parlant de l'armée, quand j'ai entendu parler de l'armée, j'ai eu des frissons. Ben, je me suis dit, mais où sommes-nous et qui c'est lui qui parle? C'est qui celui qui parle? Mais c'est celui qui a dirigé le pays pendant 18 ans, voilà, qui n'a pas trouvé d'armée qu'il a formée, et aujourd'hui s'est plaint de voir les défaites accumulées par l'armée. Il n'a pas trouvé d'armée, vous dites. Il en a formé une, mais qui est où et qui est dans quel état? Dans quel état il a laissé l'armée? Pour l'armée, parlons-en. Remontons un peu à l'histoire. En 1997, quand l'AFDEL arrive, nous étions habitués ici avec une armée qui était forte, celle de Mobutu, qu'on le veuille ou non, que les gens n'aient pas une mémoire courte. À l'époque, nous avions une armée qui était forte. En 1997, l'AFDEL arrive. Quand elle arrive, qu'est-ce qu'on voit? Les gens qui accompagnaient l'AFDEL s'emparent, comme d'ailleurs un collègue l'a bien dit ce matin, Kolela, que je salue en passant, ils s'emparent de la documentation de l'armée. On est allé avec toute cette documentation au Rwanda. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont les officiers rwandais qui se sont emparés de la documentation et ils ont commencé à étudier un peu l'armée, le plan de l'armée, le point fort, l'organisation de notre armée, en 1997. Et qu'est-ce qui a suivi après? On a invité quelques officiers ici, à Kitona. Les officiers ont été invités à Kitona, ils ont été liquidés. Il y a certains officiers qui ont été liquidés au niveau de Kavumu, l'aéroport de Kavumu à Bukavu. Tout ça... Vous avez des preuves? Tout ça, attendez, c'est documenté, toutes ces histoires-là. Et tout ça pour éliminer la crème intellectuelle de l'armée. Parce qu'on parle de l'armée, là. Ça a commencé comme ça. Et en 2001, qu'est-ce qui arrive à son arrivée? On a fermé les académies militaires, c'est-à-dire quelques centres de formation, presque pendant 10 ans. Presque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de formation pour créer une rupture de la chaîne. Et maintenant, à la place, qu'est-ce qu'on a fait? Avec cette histoire des brassages et des mixages, on a injecté d'autres militaires, parfois même pas très bien formés, qui ont eu accès à des grades importants. Vous savez que dans ces pays, il y a des gens qui ont commencé comme grade de commencement, et colonel ou général. Il y en a eu dans ces pays. Il ne faudra pas que nous puissions avoir la mémoire courte. Donc, il faudra que... Quand on parle de l'armée, moi, ça m'étonne. Parce que ceux des officiers, bizarrement, qui ont tenté de défendre le pays, ils vont défendre Mboka à un moment ou à un autre. Bizarrement, ils sont mystérieusement décédés. Bouza Mabé, Mamadou Ndala, le général Baouma, ceux qui ont essayé de défendre un peu la nation. Donc voilà une armée, je pense que
s'il faut parler de l'armée, M. Kabila est très mal placé. Parce qu'il a désarticulé l'armée. Il a laissé une Quand armée. même que c'était déjà 10e sur le plan africain. Non, attendez. Mais avant ça, on était 40e, s'il le faut. On n'était même pas classé. Avant, est-ce qu'il y avait un classement déjà à l'époque? Non. Vous savez que nous, notre armée allait faire des interventions ailleurs. On a été dans beaucoup de pays à aller aider les autres. Nous étions au Tchad, nous étions ailleurs. Donc voilà, sur l'armée, je pense que pour ne pas aller trop loin, les archives sont là. M. Kabila est très mal placé parce que c'est lui, quand il parle aujourd'hui qu'il connaît les militaires, il les a affectés, il a fait ceci. Mais il a affecté qui? Il a fait quoi? Et il a laissé quel type d'armée? C'est lui qui a désarticulé l'armée et tout le monde le sait. Donc il faut d'abord... Donc la débâcle, entre guillemets, de l'armée est due à l'ancien chef de l'État. Mais c'est normal. Quand vous venez, vous trouvez une ossature qui n'est pas assez forte, vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Les officiers qui étaient changés un matin, soir, tout matin, soir, on le déplaçait par rapport aux intérêts. Quand quelqu'un voulait défendre les territoires, tout de suite, on les déplaçait de là où il était. C'était quand même pas normal. Donc, soyons sérieux. Tout le monde peut parler. M. Kabila ne peut pas parler de l'armée. En tout cas, non. Alors, par rapport aux élections. 3 cycles électoraux. Oui, il a... En tout cas... Il a à moins que je ne me trompe. fait une alternance pacifique. Je pense qu'en 2006, on va parler de l'alternance. Je pense qu'en 2006, j'étais vivant. Je pense que j'étais quand même un peu majeur. Donc, pour comprendre les choses comme elles sont. Mais il a organisé 3 élections. 2006. La première élection de 2006. Les résultats ont été proclamés à partir d'un char de combat, vous savez. Les gens sont arrivés dans un char de combat. Et nous avions eu une guerre ici, en plein Kinshasa. Ça insinue quoi? Non, non, c'est-à-dire, si c'était une élection bien organisée, on n'allait pas finir comme ça. Il a fallu qu'il y ait des tirs dans la ville et tout ça. Première élection. La deuxième élection, on a empêché, vous savez, il s'est passé un phénomène ici. Il y a eu des candidats à l'époque, en 2011, qui n'avaient même pas la possibilité de louer des avions pour faire la campagne à l'intérieur du pays. Parce que tous les avions étaient monopolisés, et les avions sont restés là. Vous comprenez? Donc, il essaie d'empêcher aux autres la preuve. Même la communauté internationale, en fin de compte, n'en a pas voulu, n'était pas contente, à tel point que, lors de la prestation de serment, en 2011, à la cité de Loya, il n'y avait qu'un seul président qui est venu, puis à son âme, le président Mugabe. Tous les autres, même le président Sassou de Brazzaville n'est pas venu, parce qu'on a vu que c'était une élection qui a été mal organisée par lui. Ils sont sérieux quand même. Ils sont sérieux. Troisième élection, 2018. Il exclut les autres. M. Fayoul a été candidat, pourquoi? Parce que Katumbi n'était pas candidat, Mouzito a été empêché. Il a empêché aux autres d'être candidats. Lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Et après, bon, le reste, ça n'engage que lui. Ce qui est grave, le reste, ça n'engage que lui. Quand j'entendis Nanga dire que non, nous avions, tronqué les élections, les résultats, tout ça, bon, ça n'engage qu'eux. Mais franchement, si c'est ça, alors un monsieur comme ça ne peut pas venir nous dire qu'il est un modèle. Non. Lui, il a fait, si pas pire, il a mal fait les choses. En dehors des élections, il a parlé de la démocratie. Alors, mais M. Kabila, à Bossendegni a comment le pouvoir? Il a oublié comment il est arrivé au pouvoir. Mais il a organisé les cycles électoraux. Je veux bien. Il est arrivé, il a oublié comment il est arrivé. D'abord, lui, entre au pouvoir. Il n'est pas entré démocratiquement. Il a organisé, c'est vrai, il a mis en place une constitution, oui. Il a organisé les élections, donc en sa faveur, comme je vous l'ai dit, les élections qu'il a organisées. Mais, qui était la première personne à boycotter la même constitution? C'est toujours M. Kabila. En 2016, il est resté 2 ans de plus. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tenté d'avoir un 3e mandat, que les autres lui ont refusé, parce qu'il a vu que quand il voit les pays tout autour, on permet à ces chefs d'État d'avoir un 3e mandat. Vous vous rappelez de l'histoire de l'Angola? Le 8 août 2018, c'était la dernière date des dépôts des candidatures des candidats présidents à la CENI. Il est rentré de Luanda, où il a été négocié, évidemment, pour voir un peu si on pouvait lui accorder un 3e mandat. Quand c'est là qu'on le lui a refusé, il est rentré les 7 pour nous désigner un dauphin. Vous savez, ça vous ne l'avez pas oublié.
Mais vous savez qu'il y a eu des martyrs. Beaucoup de gens sont morts pendant la période d'État. Les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Chibéa. Apparemment, tous les régimes ont à leur mort. Je vais arriver. Je ne viens pas faire comparer les régimes. On parle du président Kabila parce que c'est lui qui a parlé. Mais est-ce que le tableau qu'il a peint, est-ce que c'est vrai ou faux, le tableau qu'il a peint? Mais attendez, c'est-à-dire il est mal placé, lui, pour peindre un tableau pareil. Quand même que c'est vrai, mais il est mal placé. Je ne dis pas que c'est vrai. Il y a beaucoup de... Mais je vous parle de ceci. Quand il parle, non, on est dans... la démocratie a pris ceci. Mais lui, il est même la démocratie. Vous aviez parlé tout à l'heure de... Comment on appelle ça? De passation de pouvoir. Mais attendez, cette passation de pouvoir, moi j'entends des gens à chaque fois dire non, passation civilisée du pouvoir. Mais est-ce qu'il en voulait au départ? Il voulait un troisième mandat. Mais comme il était contraint, on lui a refusé. Il n'avait pas le choix que de passer le pouvoir. Ce n'était pas sa volonté. Sinon, si c'était sa volonté, il allait faire depuis 2016. Pourquoi il n'y a pas eu élection entre 2016 et 2018? Que les gens n'oublient pas qu'on n'ait pas une mémoire courte. Il tentait de voir. On est arrivé en 2018, on le lui a encore refusé. Et c'est là qu'il n'avait plus le choix. Donc il faut qu'on arrête de distraire les gens. Parce que lui, en tout cas, lui est mal placé pour parler de ces histoires dont des choses qu'il a évoquées. Je ne dis pas que on doit tout rejeter, je ne dis pas ça. Mais en tout cas, sur le point essentiel, en ce qui concerne l'élection, l'armée, la démocratie et même l'économie, je pense que M. Kabila devrait réfléchir à deux fois. Dernière question pour ce dossier. Si vous voulez, oui, je veux parler un peu de l'économie. Oui. En 1 ou 2 minutes. En 1 ou 2 minutes. Hein, vous avez noté, moi j'ai noté qu'il y avait il y avait une faiblesse en termes de réserves d'échange. 3 milliards de 2001 à 2019. Personne ne l'a relevé. Quelqu'un l'a relevé quand même. Plus de 2 milliards de dollars disparus à la GECAMINE et SICOMINE de 2010 à 2019. Il faut vérifier tout ça. Hein. On a bradé Sakima et Sokimo. Grave encore, les entreprises publiques ont été transformées ou passées sous le régime d'entreprises privées. Vous en savez quelque chose? On a connu la privatisation des ports privés, des ports ici, dans ces pays. On a vu l'émergence des ports privés. On a vu la liquidation des sociétés alimentaires, Orgaman, Kansebou, tous ces gens-là sont partis parce qu'il fallait laisser la place à Egal. Ça au moins, vous savez. On a vu l'éclosion des parcs privés. Donc, il y a eu en place une politique de dépossession de l'État au profit d'un individu. Il a fait. Les banques congolaises, est-ce que vous en avez encore ici? Il n'y en a plus. Les BIC, même la Tembe, bien que ça appartienne à un monsieur Lévy qui était juif, mais qui habite ici, mais toutes ces banques-là ont été cédées aujourd'hui, soit les Nigériens ou les Kenyans, mais c'était sur instruction de qui? C'est sur l'instruction de M. Kabila. Nous n'avons qu'une banque congolaise ici aujourd'hui. Il faut bien chercher à comprendre pourquoi. On a spolié les domaines de l'État. Quand Kokolo ici, on a construit Oasis. La Fikine, on a construit. Je ne vous parle pas du domaine portefeuille, on a construit le World Trade Center. Tous ces espaces qu'on a donnés aux supermarchés, à qui appartiennent tous ces supermarchés? Vous savez qui? Il faudra bien que les gens réfléchissent. On doit quand même se poser des questions. Donc en réalité, même sur ce plan-là, même sur le plan économique, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Les fermes, n'en parlons pas. C'est dans tout le pays. Aujourd'hui, oui, ces immunités ont été levées. Est-ce qu'il y aura un impact sur la scène politique congolaise? Bon, pour terminer un peu sur l'histoire de l'économie, je voulais dire que les restes, que les Congolais ne se trompent pas. On a parlé de Panama Papers. Les mal chez nous, quand on parle d'une histoire lundi, on les commente mardi et mercredi, ça disparaît. Panama Papers, ne l'oubliez pas, consultez, lisez ce qui est écrit là-dedans. Qu'on a constitué un patrimoine de 350 sociétés. Lisez Congo Hold Up, vous comprenez les restes pour voir un peu l'économie. C'est lui qui veut donner des leçons aujourd'hui sur l'économie, qui comprennent un peu, qui nous disent un peu ce qui se passe, qui se justifie pas. Ça, c'est pas nous, ce sont des experts internationaux qui ont fait le travail. Donc, il y a ça. S'il faut un débat, il faut qu'il y ait un débat public. On sort ça, on lui dit ça, qu'il se défende. Mais il n'a pas à venir nous donner des leçons par rapport aux choses qu'il n'a pas faites. Donc, voilà. Il y aura un impact sur la scène politique? Oui, mais attendez, la levée de l'immunité, la levée des immunités n'est pas qu'on lui a enlevé sa qualité
des sénateurs à vie. Non. Non. Il est sénateur à vie, il y restera. Mais le problème, c'est qu'on lui donne l'occasion de se défendre par rapport à pourquoi on l'accuse. C'est tout simplement ça. Il faudra pas que les gens... J'ai compris que certaines personnes pensent que non, c'est fini, mais non. Mais non. On vous enlève les immunités, on ne vous enlève pas la qualité. Vous êtes député, on vous enlève les immunités pour que vous alliez vous défendre au tribunal. Vous êtes député. Et lui, il est sénateur à vie. Mais on lui a donné tout simplement... Il n'y a pas un impact pour le pays. Pour le pays, c'est tout simplement le fait qu'au moins, on saura comment il va se défendre par rapport à ce qui lui est reproché. C'est tout simplement ça. Et par rapport à ce qui lui est reproché, vous savez, toutes les raisons, là, on peut les avancer comme on veut, mais ce qui était grave, moi, à mon sens, c'est que j'avais entendu à partir de l'Afrique du Sud, là où il était à l'époque, il semble, quand il disait que les revendications du M23 sont légitimes. Vous savez, c'est extrêmement grave que cela sorte de la bouche d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État. Quand vous légitimez une rébellion, c'est-à-dire que vous assumez même les morts qu'il y a eu. C'est-à-dire, il est normal que le M23 tue les gens parce que ses revendications sont légitimes. Vous comprenez? C'est comme ça qu'aujourd'hui, même quand il annonce qu'il va aller à Goma, où il a été déjà peut-être, mais même s'il va là-bas, bon, admettons qu'il aille à Goma, là, il confirme à lui-même. C'est pour ça que moi, je suis surpris, j'ai dit, mais attendez, est-ce qu'il a des gens qui peuvent le conseiller? Est-ce qu'il n'écoute personne ou quoi? Parce que, bon, quand il annonce qu'il va à Goma, il sera accueilli par qui? Il sera accueilli par Nanga et Bissima. Mais Nanga et Bissima sont loin d'accueillir le président Tshisekedi à Goma, par exemple. Donc, ils vont l'accueillir, lui, comme leur chef. Donc voilà. Et quand on disait que c'était lui, le commanditaire, les gens disaient « Oh non, c'est de l'acharnement, de ceci ou cela ». Mais heureusement que lui-même a fixé l'opinion de ce qu'il est, quoi.